Entretien radiophonique avec Félix Boggio Evangé Épée et Stella Magliani Belkacem à propos de l'ouvrage paru aux éditions La Fabrique, Les féministes blanches et l'Empire. Bonjour à vous deux. Bonjour. L'ouvrage s'intitule donc Les féministes blanches et l'Empire. Donc déjà, une première chose, il y a un pluriel au mot féminisme. On mettrait, nous, volontiers un pluriel au mot féminisme. Là, c'est aux féministes qu'on a mis un pluriel, mais effectivement, on mettrait un pluriel au féminisme, et c'est une réalité qui correspond à la période contemporaine, mais qui a qui pourrait correspondre à d'autres moments du féminisme français et de l'histoire du mouvement du féminisme français. Le moment, il y a eu d'autres scissions dans le féminisme que celle sur laquelle on se concentre au sein de l'ouvrage. Mais si c'est pour parler de la période contemporaine, on peut parler effectivement de féminisme parce que on ouvre cet ouvrage sur une crise du féminisme et je pense pas que ce soit une idée très très originale. D'autres la partagent. C'est-à-dire qu'avec d'autres, on date cette crise du féminisme contemporain à la loi du 15 mars 2004 et surtout, non seulement au vote de la loi, mais au débat qui l'ont précédé, au pseudo-débat même, parce que précisément la loi du 15 mars 2004, c'est la loi qui interdit le port du voile à l'école publique. Alors, à l'époque, on ne dit pas le port du voile, on sait très bien que c'est le voile qui est visé, c'est une loi qui interdit les signes ostentatoires, mais on sait à ce moment-là, et les débats le font entendre, que c'est le voile qui est visé, et donc on dit pseudo-débat avec d'autres, hein, parce que précisément à cette période-là, les seuls qu'on n'a peut-être pas entendus, qu'on n'a pas voulu entendre, c'est précisément les filles qui portaient le foulard et qui se retrouvaient soit astreintes de retirer leur foulard de manière forcée, soit exclues de l'école publique. Alors il y a une crise du féminisme, c'est des crises du féminisme français, car il y a aussi des féministes islamiques, il y a aussi des féministes américaines. Donc on va se situer dans une période ou dans un continent, dans un pays, dans un territoire précis qui est le féminisme français. Et vous proposez une histoire, des stratégies qu'a mis en place, qu'a développé les féministes françaises, depuis les suffragettes jusqu'à aujourd'hui. Et plus précisément encore, les stratégies du mouvement féministe français des suffragettes à nos jours, mais en regard de la question coloniale et de la question raciale. Parce que l'enjeu donc du livre, c'était alors, histoire stratégique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus c'est pas non plus un ouvrage d'histoire au sens classique du terme, parce que c'est aussi, on dit une histoire des stratégies et un usage stratégique de l'histoire, parce que l'idée c'était effectivement non pas de tracer une sorte de filiation un peu directe entre un certain nombre de stratégies ou de politiques qui conduiraient à la période contemporaine par des persistances, comme on peut le faire avec la persistance des pratiques coloniales, etc. Nous, c'était plus l'idée de comprendre certains écueils du féminisme contemporain, comprendre leurs origines, comprendre leur logique surtout, et donc comprendre ces logiques à travers des épisodes qui sont des épisodes exemplaires. Et donc effectivement, ces épisodes exemplaires, il y a au moins 2 de ces épisodes qui sont dans l'histoire au sens clairement du passé, du non contemporain, qui est donc la phase la phase de l'entre-deux-guerres et du féminisme français dans l'entre-deux-guerres, le mouvement suffragiste, et le moment donc de constitution du mouvement de libération des femmes dans les années 70, et la place de la coordination des femmes noires en son sein. Voilà. Et aussi cette histoire des stratégies du féminisme pour comprendre comment aujourd'hui on est arrivé aussi à un certain féminisme de droite, d'une certaine manière. Car cette crise, c'est aussi le fait on est contemporain d'un féminisme de droite. Nous, on n'appellerait pas ça, et on n'appelle pas ça dans le livre féminisme de droite. On pense précisément que la question raciale, dans tout le champ politique, dans le mouvement ouvrier classique et au sein du mouvement émancipateur qu'est le féminisme, le clivage que pose la question raciale dépasse un clivage droite-gauche. C'est-à-dire que les féministes
qui ont soutenu la loi excluant les filles de l'école publique, qui l'ont soutenu en ne s'y opposant pas, par exemple, les féministes qui ont pu faire des alliances avec des appareils idéologiques d'État, comme a pu l'être Ni pute ni soumise. C'est pas pour autant que qu'elles sont devenues des féministes de droite, c'est des féministes qu'ils sont et qui sont restées, et qui étaient à ce moment-là, et qui le sont encore, des féministes ancrées dans des espaces politiques, y compris de la gauche radicale, des espaces politiques de la gauche syndicale et politique. Alors, par contre, si ces féministes ne se sont pas pour autant ralliés, disons, à la droite, il est sûr que dans le paysage politique aujourd'hui, la droite, ou des gens historiquement à droite, aujourd'hui portent un discours qu'ils revendiquent féministes et qu'ils vont appuyer parmi les féministes. Précisément, c'est à ce moment-là que le terme qu'on a, qui est pas vraiment thématisé comme tel dans le livre, mais qui en tout cas est utilisé, qui est le terme de féminisme hégémonique, plutôt que féminisme de droite. C'est-à-dire que ce qui nous paraît important de relever, c'est qu'effectivement, s'il s'agit de parler de la manière dont les droites et aussi la gauche de droite, évidemment, puisque on peut aussi la mettre dans la droite. Si ces droites-là peuvent se revendiquer du féminisme, c'est qu'il y a aussi une inscription d'un certain féminisme, effectivement, dans ce qu'on pourrait appeler un projet hégémonique, c'est-à-dire que finalement ce féminisme-là, donc ce dont tu parlais, c'était là, c'est ce féminisme assez plutôt ancré à gauche de la gauche, dans des espaces syndicaux, dans ce qu'on appelle le mouvement social. Ce féminisme-là, il a développé une forte tendance d'institutionnalisation. Il s'appuie en réalité sur en l'occurrence, la manière de problématiser les problèmes soi-disant spécifiques de l'immigration sur le plan des droits des femmes. Nous, ce qu'on a interprété, c'est que c'était une manière de s'appuyer sur un problème reconnu par les politiques publiques, reconnu par les droites dont il est question, et qui permettent en fait d'inscrire cette lutte pour les droits des femmes, entre guillemets, dans finalement un projet hégémonique. C'est-à-dire que du coup, ces féministes peuvent s'appuyer sur l'appui des pouvoirs publics, c'est-à-dire que par exemple, il y a à peine quelques années, une grande partie de ces féministes ont eu une concession, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu une partie d'une loi contre les violences faites aux femmes d'une majorité de droite, et d'un gouvernement de droite, et en s'appuyant sur cet appareil politique, elles nourrissent aussi finalement un projet un projet idéologique, un projet de domination aussi, de domination raciste. Et finalement, nous, ce qu'on a voulu justement souligner dans le livre, c'est la manière dont des motivations qui peuvent être différentes, c'est-à-dire la droite qui a un agenda directement, ou les droites ont un agenda directement conservateur ou de domination raciste, d'un côté, et de l'autre, des féministes qui n'ont pas forcément un agenda spécialement de domination raciste, mais qui, en s'appuyant sur l'appareil politique, le nourrissent en retour. Voilà. Et donc c'est un peu cette dialectique-là qu'on a voulu souligner. Pour synthétiser et reprendre ce que tu dis, en fait, c'est qu'il s'agit de prendre en compte un double mouvement. D'un côté, le pouvoir a plutôt intérêt, notamment dans les cas de crise d'hégémonie dont il peut être victime, à montrer qu'il agit dans l'intérêt général, et pour ce faire, il peut faire des alliances durables ou pas, temporaires et thématiques, avec des forces issues de l'émancipation. Et de l'autre côté, on l'a vu tout au long des années 70, y compris 80, et on le montre aussi, on montre comment ça fonctionne aussi dans le suffragisme, des franges du mouvement émancipateur, notamment les franges féministes, peuvent à certains moments donnés se sentir extrêmement marginalisées, voir leur agenda, leur mot d'ordre, leurs analyses extrêmement marginalisées. Et on a vu comment, par exemple, et on montre comment dans les années 80, une certaine frange des féministes, y compris celles ancrées à gauche de la gauche, vont par exemple s'emparer des problèmes liés à l'immigration et montrer comment elles ont aussi, elles aussi, à proposer un cadre d'analyse pour envisager les problèmes liés à l'immigration, qui est un thème très porteur et qui leur permettent de se mettre sur le devant de la scène. Et donc c'est un double mouvement, une convergence d'intérêts, une alliance tactique. C'est comme ça qu'on envisage les choses. C'est ça l'intérêt je trouve, de cet ouvrage, de proposer une histoire stratégique,
c'est que cela permet de voir qu'il y a parfois, par moment, en fonction des rapports de force, des convergences d'agenda entre certains opprimés et certains dominants, convergences d'agenda qui ne sont pas forcément volontaires ou pas forcément conscients, qui peuvent aussi l'être à d'autres moments, convergences qui peuvent être durables ou parfois éphémères. Et c'est un peu donc ces histoires stratégiques qu'on va essayer de déployer sur ces deux séquences. J'aimerais qu'on puisse les comprendre. Qu'est-ce qui s'est joué avec les suffragettes et qu'est-ce qui s'est joué avec disons, les années 70 et le MLF. Pour comprendre aussi comment aujourd'hui, parce qu'il faut partir de cette situation contemporaine, où on a de manière très claire une association, et vous le précisez, une association du niveau de civilisation d'une société qui est couplée aujourd'hui avec le degré d'émancipation des femmes. C'est-à-dire qu'on va très bien voir l'avancée de démocratisation en Tunisie ou en Égypte, on va le mesurer à l'égalité des droits hommes-femmes obtenus, à l'émancipation des femmes. Et c'est cette convergence-là que aussi, vous, d'une certaine manière, vous venez dénoncer, c'est-à-dire la manière dont on évalue le niveau de démocratie par rapport à le mouvement féministe, et c'est aussi ce que vous venez dénoncer, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire que s'il s'agit de revenir sur ces deux séquences, on peut d'abord dire que pour un peu thématiser globalement, on trouve dans le cadre dans le cadre des suffragettes, assez directement, hein, et on va détailler, hein, mais c'est la situation de l'alliance stratégique entre le mouvement féministe et l'agenda des impérialismes. Et dans l'autre séquence, ça sera un peu différent, parce qu'il ne s'agira pas d'une convergence aussi flagrante, mais il s'agira plutôt de la question du point aveugle, c'est-à-dire l'idée d'une invisibilité, mais aussi d'un côté c'est une invisibilité, hein, du côté des femmes non blanches, enfin on va y revenir, mais c'est aussi un point aveugle, c'est-à-dire que c'est l'effet, c'est-à-dire que le livre s'appelle Les féministes blanches, on nous a reproché à loisir d'avoir utilisé le terme blanche comme si c'était synonyme de féministe raciste. Il ne s'agit pas de dire que les féministes sont racistes, mais par contre que la position sociale de blanche fait que certains aspects de la réalité sociale sont au moins visibles et se posent au moins pour elles. Et c'est cette question du point aveugle donc, qui est importante. Mais dans la première séquence, pour préciser un peu, donc il s'agit de la séquence, d'un point de vue historique, c'est l'entre-deux-guerres. C'est le mouvement donc, du suffrage des femmes, c'est-à-dire les deux organisations principales qui œuvrent pour étendre le droit de vote aux femmes en France, sachant que dans d'autres pays européens c'était déjà acquis après la Première Guerre mondiale. Et il se trouve qu'une chercheuse, qui est pas une chercheuse française, c'est pas très étonnant, qui s'appelle Jennifer Boytin, a trouvé que dans la presse de ces organisations, de ces deux grandes organisations pour le suffrage des femmes, la prégnance d'un discours qui valorise le rôle des femmes françaises dans les colonies, pour expliquer la légitimité de la revendication du suffrage pour les femmes. C'est-à-dire, les femmes méritent qu'on leur accorde le droit de vote, dans la mesure où elles participent et elles ont un rôle à jouer dans la mission civilisatrice. C'est-à-dire qu'elles peuvent... Ces journaux mettent notamment en avant le cadre islamique afin de pouvoir montrer combien les femmes peuvent pénétrer des espaces intimes de l'homme indigène, les harems, les appartements modestes, là où précisément le colonisateur ne peut pas venir défier l'indigène. Donc effectivement, pour elles, il s'agissait avant tout de montrer que leur revendication première, le droit de vote des femmes, était légitime puisque s'inscrivant dans l'agenda impérial. Ce qu'on tient à montrer dans l'ouvrage, c'est que souvent aujourd'hui on parle d'une instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Là on ne peut pas vraiment parler de ça en ces termes. On peut peut-être pas parler d'une instrumentalisation raciste à des fins suffragistes ou féministes, mais par contre, notre hypothèse, c'est que si ce qu'a permis en tout cas cette stratégie menée dans les années 20-30, c'est que 20 ans plus tard, les forces réactionnaires, les forces racistes puissent effectivement s'approprier des thématiques féminines, on va pas dire féministes, mais puissent s'approprier des thématiques féminines. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est comment
tout l'appareil militaire algérien s'est aussi adossé sur le terrain à des organisations féminines pour mener des campagnes qui œuvraient au sein du cadre impérial. C'est vrai justement qu'on parle de certaines campagnes de dévoilement qui avaient lieu hein, dans les années 50 en Algérie, téléguidées quand même hein, par le pouvoir français. Et j'aimerais qu'on en parle parce qu'elles sont assez parlantes, non, oui. sur cette forme d'alliance. Alors ces cérémonies, on n'est évidemment pas les seuls à les évoquer. Plus récemment, le site Les mots sont importants les ont évoqués. Ouria Boutelja dans un texte au moment de l'apparition de Ni pute ni soumise, mais plus en amont, France Fanon, Édouard Saïd, c'est des choses dont on a déjà entendu parler. Quand vous dites téléguidé, c'est presque un mariage de biens qui s'est fait à ce moment-là, puisque à ce moment-là, il y a 2 organisations qui œuvrent en Algérie, et c'est pas des groupuscules, hein, c'est des organisations qui entraînent avec elles des milliers de femmes. La première, elle est créée par Madame Massu, qui est bien l'épouse de Monsieur Massu, général architecte de la torture de masse en Algérie. Et de l'autre côté, une autre est présidée par Madame Salan, autre épouse d'un général qui lui finira à la direction de l'OAS. Et donc, ces cérémonies de dévoilement, elles ont effectivement lieu. Le climax qu'on relève souvent, c'est mai 58. Donc pendant que ces messieurs mènent la bataille d'Alger, mesdames mènent la bataille contre le voile. Et je ne sais pas si tu veux en dire plus là-dessus. Il y a toute une littérature qui documente bien plus encore que la manière dont on l'évoque dans l'ouvrage. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, l'article de Fanon en question, qui s'appelle «L'Algérie se dévoile» et qu'on trouve dans l'an 5 de la Révolution algérienne, ce qu'il faut relever, c'est simplement que ce que Fanon montre, c'est à quel point avoir cette politique de dévoilement, et donc qui est aussi une politique pour distinguer les femmes qui restent dans cette soi-disant barbarie. En fait, c'est vraiment une arme du colon, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment une arme de guerre, et c'est une arme qui est certes une arme entre guillemets culturelle, qui attaque les corps, mais voilà, c'est en gros il faut bien voir que il y a cette idée que c'est une arme du pouvoir colonial, et ce qui est assez frappant, c'est à quel point évidemment la résonance contemporaine et avec toute cette emphase et ces paniques morales sur cette soi-disant recrudescence du voile depuis la fin des années 80, il y a quelque chose de particulièrement frappant, comme effectivement on peut se demander si c'est pas aussi une certaine une arme au sens presque propre du terme. Depuis l'apparition de l'ouvrage, parce qu'il est paru là depuis quelques mois et donc on a eu le temps d'avoir des retours, bon nombre de quelques camarades en tout cas nous ont reproché d'avoir inscrit ces mesdames Massu et Salan dans l'histoire du mouvement féministe. Il ne s'agit pas de dire que ces organisations féminines appartiennent au camp de l'émancipation que sont les forces féministes, mais par contre il s'agit de montrer pour nous comment quand des forces à gauche de la gauche ou des forces du mouvement ouvrier cèdent sur des choses comme celle-ci, notamment l'alliance donc des suffragettes avec l'impérialisme, comment ensuite il est très facile pour les forces réactionnaires de se ressaisir de métaphores, non pas juste de métaphores, mais d'arguments vertueux pour mener des stratégies guerrières. Il faut préciser que ces cérémonies de dévoilement étaient des mises en scène. Ah oui, peut-être pas toutes, mais en tout cas, Enodi, qui est un excellent historien, retrace par exemple l'histoire de Monique Améziane. Alors Monique Améziane, c'est qui ? C'est la fille d'un Algérien et d'une Française. Le père est propriétaire d'une très grande ferme dans le Constantinois, donc la ferme Améziane, qui est le titre d'un ouvrage, parce que la ferme Améziane est devenue un véritable centre de torture. Donc cette jeune fille, Monique Améziane, qui passe son bac à ce moment-là en 58, elle n'a jamais porté le voile. Et les autorités militaires de l'Algérie française lui donnent un deal entre les mains, c'est tu nous suis dans ces campagnes, donc elle va prendre l'hélicoptère, elle fera Blida, elle fera Alger, tu te dévoiles, tandis que son frère Mohamed Améziane est retenu à la ferme Améziane et torturé par les forces militaires. Donc là, oui, il s'agit bien d'une mise en scène. La deuxième séquence que vous analysez, qui est cette séquence années 70 en France, où on a le développement d'une théorique, d'une analogie entre, disons, le sexisme
et le racisme, vous dites que, vous précisez que cette analogie a des limites. Et notamment, elle conduit à des formes de hiérarchie d'oppression, à des mises en concurrence et surtout à une invisibilité des femmes noires. C'est-à-dire c'est-à-dire que pour remettre en contexte, ce qu'on relève, on n'est pas les seuls en fait, on s'est beaucoup inspiré dans ce chapitre de façon générale et déjà sur cette question de l'analogie du travail de validation des acquis d'une camarade qui s'appelle Nicolas Chivec. C'est une analogie, effectivement, il y a une... ce qu'on remarque dans la littérature féministe donc, de ce moment, c'est que la question du racisme est stratégique parce que d'abord elle permet sur le plan par exemple du rapport à la biologie, elle permet une mise en cause très forte de l'idée de naturalité du sexe comme destin, c'est-à-dire le sexe comme destin social. À partir du moment où les forces, pas seulement à gauche, mais de façon générale dans la société, reconnaissent que la race n'a pas de... et que les différences, les différences d'apparence raciale, entre guillemets, n'ont pas sont on va dire, co-construites et sont perçues comme des distinctions sociales à partir d'un travail d'un processus de domination et d'un travail de fabrication d'un imaginaire raciste. Elle pouvait faire l'analogie avec effectivement la situation des femmes, avec l'idée que il y a certes des disparités biologiques, des différences phénotypiques, mais que ces différences-là n'expliquent pas à elles seules des différences de destin, et en tout cas, et que cette différence-là s'explique par une oppression. Donc il y a cette première dimension-là, et une deuxième dimension qui est déjà un peu plus problématique dans cette analogie, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'on remarque, c'est que les féministes utilisent cette analogie entre sexisme et racisme, parce qu'elles remarquent que leurs camarades du mouvement ouvrier, des formations d'extrême gauche, que ce soit des trotskistes ou maoïstes, il y a un certain attrait pour les mouvements immigrés, et notamment l'idée que par exemple dans certains courants d'extrême gauche, que finalement il pourrait y avoir dans le mouvement immigré une forme de renouveau d'un courant prolétarien plus radical, etc. Et donc finalement un maillon faible dans la chaîne de l'exploitation capitaliste en France. Et ce qu'elles disent, c'est que, ce qu'elles disent à leurs camarades, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas ce maillon faible, c'est-à-dire qu'elles sont... et finalement il y a cette idée un peu d'abord d'analogie qui est de dire, ok, les ouvriers immigrés sont surexploités, mais nous aussi on a des formes de surexploitation. Nous aussi femmes, nous sommes quelque part, c'est là où ça glisse un peu cette analogie, c'est-à-dire que quelque part elles vont dire nous sommes quelque part les noirs de l'humanité, nous sommes et donc nous aussi nous pouvons être ce maillon faible et nous aussi, nous avons un potentiel de transformation sociale très radical. Il y a cette phrase, nous vivons comme un peuple colonisé dans le peuple. Oui. Qui est dans l'hymne féministe debout. Et donc dès lors l'hypothèse qu'on a voulu mener pour notre part, c'est que élément d'analogie ou élément de mise en concurrence, tout d'un coup le racisme ne pouvait plus était un élément d'extériorité, il n'a pas été envisagé comme un élément opérant aussi au sein du mouvement féministe. Et c'est ce que nous laisse aussi l'histoire militante du mouvement, c'est-à-dire qu'on retient essentiellement 3 grandes tendances du MLF, parce qu'il faut pas voir le MLF comme une seule et même organisation, mais plutôt comme une plateforme de relais de revendications. Et donc on retient aujourd'hui les féministes révolutionnaires, on retient Psychepo, et on retient Féministes lutte des classes, les camarades qui étaient chevillés à la Ligue communiste révolutionnaire. Mais il y avait des tas d'autres tendances, groupes, sous-groupes du MLF. Alors, j'ai pas les noms exacts, mais ça aurait pu être le Cercle des femmes d'Amérique latine, ça peut être le Comité des femmes algériennes. Et il y avait parmi ces groupes, un groupe qui pour nous est notable, notamment parce qu'il s'intitulait la coordination des femmes noires. Et en ce sens, noir ne recouvre ni une nation, ni un continent, ni un pays, mais bien une identité politique. Et le fait qu'on retienne très rarement cette organisation montre aussi ce que nous laisse l'histoire du mouvement, mais c'est aussi le fruit de l'invisibilisation de cette coordination-là et des femmes non blanches en général au sein du mouvement, étant donné, comme je le disais, que le racisme ne pouvait pas être envisagé comme pouvant aussi fonctionner au sein du mouvement. C'est-à-dire que, en l'occurrence, les femmes non blanches,
les femmes non blanches qui pouvaient être dans le mouvement, à partir du moment où on a défini le mouvement des femmes comme un mouvement, le peuple colonisé dans le peuple, quel est le statut des femmes colonisées dans le peuple voilà. Et bon, et cette question-là, elle se répercute sur le fait que, comme disait Stella, il y a effectivement eu une invisibilisation donc de la coordination des femmes noires. Alors la coordination des femmes noires, là en l'occurrence le terme noir est à comprendre comme un terme politique qui s'inscrivait dans un triptyque d'oppression pour elle, oppression de classe, oppression de genre, oppression de race, et donc cette coordination. Il se trouve que pour en entendre parler, nous, il a fallu qu'on lise ce fameux mémoire de VAE. Et en l'occurrence, ce qui est notable dans l'attitude du mouvement général, donc du mouvement de libération des femmes vis-à-vis de cette coordination des femmes noires, c'est que sur l'ensemble des revendications de la coordination, il y en a 2 qui sont retenues par le MLF, qui sont retransmises plus largement. C'est la lutte contre l'excision et plus généralement les mutilations génitales, et la lutte contre la polygamie. Et voilà, comme par hasard, ce sont ces 2 questions qui font surface. Et voilà, il se trouve que la coordination des femmes noires, qui était donc composée à la fois d'antillaises, mais aussi de femmes issues d'Afrique noire, etc., elles avaient des revendications qui allaient bien au-delà de ces questions qui sont en fait, l'excision et polygamie, c'est les 2 formes un peu de ce qu'on pourrait dire entre guillemets la barbarie exotique, quoi, c'est-à-dire les formes d'oppression qui sont assez étranges, finalement qui sont des oppressions de l'autre, quoi, c'est-à-dire c'est sûr que à partir du moment où la coordination des femmes noires dénonçait les formes spécifiques d'oppression des femmes en contexte colonial et néocolonial, c'était des oppressions moins payantes, entre guillemets. Et il se trouve que c'est parmi ces oppressions liées au contexte colonial et néocolonial, on pourrait évoquer la lutte contre les Stérilisations forcées. Qui est un élément important, parce que ces femmes-là, par exemple, elles ont lutté non seulement pour l'avortement, mais aussi pour la contraception libre et gratuite. Donc ça, c'est des choses où c'est des formes de... C'est-à-dire qu'elles se sont investies dans des luttes qui, pour le coup, étaient sur des agendas qui n'étaient pas forcément... qui étaient en tout cas des agendas à contre-temps, quoi. Et finalement, ces revendications-là n'ont pas eu de place dans l'agenda retenu par le féminisme blanc. Et c'est là où l'idée d'angle mort, de point aveugle, est très opérante, parce qu'on voit bien qu'en fait, ce point aveugle, il se répercute depuis l'analyse même du fonctionnement du racisme parmi... on pourrait dire la classe des femmes, pour reprendre le terme du féminisme radical de l'époque, il se répercute jusqu'à l'appréhension des revendications, quoi. C'est-à-dire que vraiment la position spécifique des femmes non blanches est soit niée, soit cantonnée à l'oppression des autres, en fait, de l'autre. Et si on se concentre sur cet épisode, c'est pas pour dire que le MLF était raciste, mais peut-être que à l'heure de l'institutionnalisation, c'est-à-dire que c'est tout début des années 80, Mitterrand au pouvoir, le ministère des droits des femmes, donc le féminisme va quand même être ravagé par cette institutionnalisation. Peut-être que si des espaces politiques comme le MLF avaient aussi pris en compte l'agenda précisément contre l'oppression néocoloniale que portaient des groupes, par exemple comme la coordination des femmes noires, cette institutionnalisation aurait peut-être été un peu plus difficile, parce qu'elle porte avec elle des éléments un peu indigestes quand même pour la République. Et cette histoire des stratégies est aussi à lire à travers les slogans, comme par exemple ce slogan « Nous sommes le continent noir », comme négation, il n'y a pas mieux. Oui, effectivement. Sur la 3e partie, vous développez les rapports que peuvent avoir la question de la solidarité internationale opérante, et parfois aussi les liens qu'elle peut avoir avec une hégémonie, et notamment une hégémonie occidentale, allant parfois à des éléments de désinformation, mais surtout pris dans un certain eurocentrisme. Et dernièrement,
vous avez donné la parole dans la revue des livres. Alors là, on s'éloigne un petit peu, mais c'est pour moi dans la prolongation de votre travail. Vous avez donné dernièrement la parole dans la revue des livres à Joseph Massad, qui est un sociologue américain, qui a dernièrement publié un ouvrage qui n'a pas été publié et qui n'a pas été traduit en France. Et vous l'avez proposé, vous avez fait un entretien avec lui, et cet entretien a donné naissance à un certain nombre de débats. J'aimerais pour parler de ce 3e chapitre dans votre livre, on parle par exemple de cet entretien avec Joseph Massad et de ce qu'il développe dans son ouvrage. L'entretien avec Massad, c'était effectivement... c'est effectivement d'une certaine manière dans le prolongement du travail qu'on a fait sur le livre, et puis c'est aussi à la lecture du travail que par ailleurs Massad a mené dans un livre effectivement très important qui n'est pas traduit, qui s'appelle Desiring Arabs. Donc c'est très difficile de résumer là les thèses de Joseph Massad, parce que par ailleurs la paraphrase sur cette question est toujours un peu périlleuse. Il y a un problème, ça devient très compliqué dès qu'on simplifie trop les thèses et les positions. Ça devient un peu, ça peut devenir un peu glissant. En gros, la thèse de Joseph Massad, c'est une thèse qui est d'abord quelque chose d'assez, quelque chose finalement d'assez peu original par rapport à l'héritage politique des luttes de libération sexuelle, des luttes de libération gay, au sens où, dès les débuts des mouvements de libération gay, il y a eu une élaboration qui expliquait, en termes marxistes, la genèse du concept d'abord de sexualité, mais aussi, en particulier, de l'identité homosexuelle dans le capitalisme industriel du 19e siècle en Occident. Donc il y a une tentative d'historicisation de l'identité homosexuelle et de l'identité hétérosexuelle, qui est pas donc qui est clairement inscrit dans un héritage politique, de la politique d'émancipation. Donc on peut résumer en dans les termes suivants, à savoir que avant le capitalisme industriel, le 19e siècle, il y a, on constate et on peut observer qu'il y a des pratiques homoérotiques, des pratiques homosexuelles, qui sont donc, mais y compris en Occident, donc qui subissent un certain degré de répression aussi, mais qui sont pas réprimés en tant que étant le fait de personnes qui, d'un point de vue à la fois médical, par la suite, ça peut être culturel, mais en tous les cas, c'est pas une répression en termes de personnes qui ont un symptôme qui auraient des pratiques homosexuelles. Les pratiques homosexuelles sont condamnées par un certain nombre de textes religieux, par un certain nombre d'autorités politiques, etc., et à ce titre-là, sont réprimés. Mais à partir du 19e siècle, ce qui change, c'est que, avec à la fois l'émergence du salariat, la transformation de la famille, c'est-à-dire le fait que la consommation soit séparée de la production, et que du coup, il y a une certaine forme de jeu entre la sphère productive, la sphère de consommation, et puis de plus en plus l'espace public, la société civile qui se développe, qui se densifie et qui s'urbanise par ailleurs. Ça produit des possibilités de séparation du désir et d'une forme de subjectivité sexuelle, érotique, une séparation vis-à-vis de l'activité, des actes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer une forme de subjectivité sexuelle, que ce soit l'inconscient freudien, que ce soit la médicalisation du symptôme homosexuel dans ces années-là, à travers l'idée de constater les invertis, parler de... à partir de ce moment-là, donc, on crée le personnage de l'homosexuel, et par opposition, effectivement, on crée aussi le personnage de l'hétérosexuel. Donc ce phénomène-là, il est historiquement situé, il donne lieu à des formes de contestation, donc là aussi il y a bataille d'hégémonie contre hégémonie, qui débouche effectivement sur à la fois des mouvements qu'on appelle homophiles au cours du XXe siècle, qui sont des sociétés donc de défenseurs des homosexuels qui sont toujours pathologisés, mais qui en même temps sont défendus comme tels, puis un mouvement de libération sexuelle qui vise là, pour le coup, à libérer la sexualité,
et qui s'inscrit dans un mouvement, par ailleurs, des gays et lesbiennes. Ce que dit Massad, c'est que si on essaye de faire l'histoire globale des sexualités, on est confronté à un problème, c'est qu'effectivement, effectivement, les frontières nationales et régionales sont pas étanches, et que du coup, les identités sont pas effectivement restreintes à un Occident qui serait un bloc de granit homogène. Mais par contre, c'est vrai que l'homosexualité ne s'universalise pas de façon totalement évidente, que c'est quelque chose de complexe, ni même l'hétérosexualité, voilà. Et que du coup, parler d'identité homosexuelle pour des pays comme les pays arabes, puisque c'est son objet à lui, hein, les pays arabes, et du coup la représentation des pratiques homosexuelles dans la littérature arabe à partir de la fin du 19e siècle, début 20e, et bien, à partir du moment où on envisage ça comme des identités homosexuelles, finalement on comprend rien. Parce qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi... quels sont les termes même du débat au sein du monde arabe sur les sexualités dans sa propre histoire. Donc, finalement, l'œuvre de Massad, c'est un travail qui essaye de comprendre comment les Arabes eux-mêmes ont écrit leur histoire des sexualités. C'est d'abord ça, hein, parce que avant de parler d'un débat sur l'Occident, l'Orient, etc., c'est d'abord une critique de la manière dont l'Orient s'est représenté lui-même à travers les lunettes de l'Occident. C'est-à-dire que l'objet de Massad, c'est d'abord de montrer comment, finalement, la manière dont l'Occident a produit le personnage de l'homosexuel au XIXe siècle a été, reçu par les auteurs arabes du XXe siècle comme une grille de lecture valable pour analyser leur propre société. C'est-à-dire que ce que montre Massad, c'est avant tout comment des auteurs qui ont eu effectivement des pratiques homoérotiques comme Abu Nuwas ont pu être plus ou moins interprétés par des auteurs arabes contemporains ou modernes. Donc comment son homosexualité, au sens non pas identitaire du terme, mais au sens des pratiques homosexuelles, comment ces pratiques-là sont envisagées, sont interprétées, comment elles sont historicisées. Et finalement, c'est ce travail-là, surtout le travail de Massad. Après, il y a un chapitre qui a fait débat et qui fait toujours débat, qui est donc le fameux chapitre sur l'international gay, et qui montre que il y a eu un tournant dans le discours sur les sexualités dans le monde occidental à partir donc des années 80-90, et qui amène un discours finalement, on va dire, d'intégration des droits des homosexuels, alors effectivement dans des discours qui sont parfois pas forcément majoritaires, mais qui en tout cas sont hégémoniques dans les instances de droits humains, dans les instances de coopération internationale, donc il va y avoir cet agenda de droits sexuels qui va intégrer le dispositif donc on va dire humanitaro, simplement humanitaire, mais bon voilà, donc occidental, qui va donc, et du coup on va voir apparaître des liens organiques qui vont se tisser entre des associations et des organisations de défense des droits des gays et lesbiennes en Occident, avec des grandes structures de coordination internationale pour défendre à l'échelle donc mondiale les droits des gays et lesbiennes. Le travail de Massad, pour nous, il a été important de l'amener aussi dans l'espace français, parce que, y compris dans l'espace français, la solidarité internationale prend une part de plus en plus grande au sein des organisations qui se diront soit transpénéguines ou plutôt LGBT. C'est-à-dire qu'on dénote par cet intérêt-là et par la place que ça prend dans l'agenda une nécessité qui semble tout à fait légitime, de voir au-delà de son simple petit problème national, mais d'avoir une prise sur des politiques bien plus larges et à l'échelle internationale. Sauf que, effectivement, cette solidarité internationale, ou ce désir de solidarité internationale, il se mène sans vouloir remettre en cause d'aucune manière des grilles d'analyse qui seraient opérantes ici, et il ne s'agit pas pour nous de proposer une lecture culturaliste ou... Non, il ne s'agit pas de proposer
une sorte de voilà, comme je disais à propos de Massad, mais pour nous c'est effectivement pareil a fortiori, c'est-à-dire il s'agit pas de dire qu'il y a l'Occident d'un bloc qui possède les identités homosexuelles comme une évidence et de l'autre en gros le monde oriental qui ne disposerait pas de ces identités. Nous d'abord on s'est pas positionné en anthropologue des sexualités, il y en a il y a des travaux excellents qui se mènent de ce côté-là, mais par contre nous ce qu'on a pu remarquer c'est que un certain nombre d'acteurs et finalement d'organisations ne se posent même pas la question finalement de si les personnes avec qui il ou elle se solidarise sont effectivement se revendiquent de l'identité homosexuelle et aussi des effets politiques du discours de solidarité et de droit sur la base des droits des homosexuels et des effets de ce discours-là sur les sociétés qui pour le coup effectivement réprime un certain nombre de pratiques homoérotiques, réprime... alors des choses sont assez hétérogènes, mais voilà, en gros, il y a une absence finalement de réflexion sur voilà, est-ce que les personnes qui sont accusées de débauche ou d'offense à la religion quand elles sont arrêtées, est-ce que effectivement ces personnes-là se disent homosexuelles? Est-ce qu'il faut se solidariser avec elles en tant qu'elles sont homosexuelles? Est-ce que, enfin, sous quel prisme envisager cette répression? Et voilà, nous ce qu'on préconise, c'est pas une stratégie toute faite ou un refus de la solidarité internationale, c'est simplement de complexifier l'analyse des sociétés en question. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas, pour le coup, un monde oriental avec de manière générale une homophobie structurelle et une forme de répression homophobe très claire. Il y a aussi des configurations régionales, locales qu'il faut comprendre, donc il faut comprendre le rapport pourquoi cette violence-là, quels sont ses ressorts, et finalement entre les situations par exemple de viol correctif de femmes lesbiennes en Afrique du Sud et d'autres formes de répression dans d'autres pays, il y a des différences aussi. Il faut comprendre les contextes qui produisent ces différences et finalement le vrai réflexe orientaliste finalement et le vrai réflexe raciste, c'est finalement de présupposer que ce travail-là d'analyse matérialiste des rapports de force et des rapports sociaux n'est pas nécessaire parce que la question se réduit à savoir si les sociétés ont adopté un certain nombre de droits sexuels sur le grand baromètre de la civilisation qu'on évoquait tout à l'heure, et voilà, finalement c'est ça qu'on voulait dire dans le livre et pas autre chose. Et puisqu'on est toujours dans les histoires de stratégie, une des stratégies qui est à remettre en cause, qui est celle d'aujourd'hui d'opérer avec des instances comme l'ONU, par exemple, ou ces différentes instances. On peut imaginer des solidarités internationales qui ne passent pas par ces instances. Or, aujourd'hui, on est beaucoup dans une solidarité internationale qui passe par des instances internationales. Pas que des instances, des financements. Et des financements et des programmes. Et que là, sans doute, il y a un problème stratégique à relever. Oui. Il m'a semblé que votre article, par exemple, celui-ci sur cette question des solidarités internationales, posait aussi ces formes d'alliance, au-delà même des conséquences qui viennent d'être là développées, mais sur avec qui s'allier, disons, pour faire avancer ces luttes d'émancipation. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter à ce que tu as dit, et savoir que, effectivement, comme tous les mouvements de solidarité internationale, le parasitage ou l'interférence par des différentes formes d'institutionnalisation ou des États-nations qui financent aussi ce type de campagne, voilà, a toujours des répercussions néfastes. C'est-à-dire que tout comme il paraît compliqué d'agir contre la guerre à travers l'ONU ou à travers c'est-à-dire que ces instances-là peuvent produire des choses intéressantes, des rapports, peuvent informer sur les situations parce qu'elles ont des relais, parce qu'elles ont des informateurs, etc. Mais les moyens nécessaires pour faire ces enquêtes-là, mais effectivement les forces de l'émancipation ont besoin d'appareils et de forces propres. Alors
Le problème, c'est effectivement que ce qu'on nous a un peu dit, c'est que quand on n'a pas ces forces-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais effectivement, on n'a pas toujours les forces d'aider concrètement et de pratiquer la solidarité avec par exemple les victimes de la répression en Syrie, mais c'est pas pour autant qu'on va être à réclamer des interventions militaires sous égide de l'ONU. On continue sur ce dernier chapitre qui s'intitule De la marge jusqu'au centre. Et là, j'avais une question où vous précisez cette dynamique, toute cette dynamique qu'on vient de parler du féminisme hégémonique, fait reculer l'élaboration féministe matérialiste sur laquelle s'appuie tout un projet de transformation radicale. C'est une manière de dire, il y a une élaboration qui est là à l'œuvre depuis longtemps, qui est ce féminisme matérialiste, dont on en parle un petit peu, mais qui n'a pas eu la possibilité d'être entendu du fait de ces pistes stratégiques qui ont été adoptées, disons. Ah, c'est sûr qu'il y a des secteurs du mouvement féministe qui sont pas absolument désarmés aujourd'hui. Le problème, quand on parle par exemple de la solidarité internationale, quand on parle des stratégies de certaines féministes qui vont s'allier à certains moments avec des agendas réactionnaires, à cause d'un manque de prise sur les processus politiques en cours. Le problème à chaque fois, c'est qu'il y a une vraie déficience en termes d'agenda. Mais il y a effectivement des secteurs du féminisme qui ont des agendas, qui envisagent des revendications précises. Tu parlais tout à l'heure des féminismes islamiques qui sont des espaces d'élaboration théorique, mais il y a aussi, je pense notamment à une organisation comme le STRAS, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses sexuelles, qui aujourd'hui, par exemple, essaye de penser en France la nécessité de se syndiquer pour les travailleurs et les travailleuses sexuelles, pour les putes. Ça devient une vraie question qui amène à la fois des nouvelles pistes d'analyse, d'élaboration, et pas uniquement qui concernent les putes, mais qui peuvent concerner le travail dans son ensemble, qui peuvent aussi concerner la question des migrations. Ça transforme aussi les mots d'ordre et ça propose des pistes de travail. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, si élaboration matérialiste il y a, par définition, elle part du mouvement, c'est-à-dire qu'elle part de, c'est-à-dire que si on s'inscrit dans un héritage matérialiste, effectivement, à partir du moment où il peut y avoir, une élaboration, c'est parce que sur le terrain des oppressions, on rencontre des résistances, on rencontre un certain nombre aussi un certain nombre de problèmes, des problèmes pour la domination, des problèmes pour instaurer cette domination, et c'est à travers ces problèmes-là, et à travers aussi les problèmes stratégiques à laquelle la résistance est confrontée, que cette élaboration est possible. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est que cette élaboration, elle est confrontée à, finalement, et là, au sein même du mouvement qui est à même de la portée, elle est confrontée à la difficulté de sortir finalement d'un rapport défensif aux offensives de la réaction. C'est-à-dire que le gros problème, et qui se pose pas seulement pour le mouvement féministe en fait, qui se pose pour un grand nombre de mouvements, c'est qu'il y a des attaques, on va dire, de plus en plus violentes, qui vont être que de plus en plus violentes de toute façon, parce que les contradictions de la société capitaliste contemporaine sont telles que ces attaques ne peuvent qu'être de plus en plus fortes et déboucher sur des offensives politiques aussi, de plus en plus agressives, et des idéologies qui vont devenir de plus en plus cohérentes aussi, pour légitimer ça. Face à ça, les mouvements parviennent pas à produire ce qu'on pourrait appeler une forme de durée propre à eux-mêmes. C'est-à-dire que le tempo est fixé par
par les offensives. Et finalement, ce tempo-là, il empêche de prendre le temps de finalement regarder les problèmes stratégiques, les oppressions, et de prendre le temps de discuter et de faire des bilans sur les luttes, de faire de faire un bilan pas seulement d'une lutte partielle, mais sur des séquences. D'ailleurs, si notre livre il peut avoir une fonction, c'est avant tout d'être un bilan d'une séquence, hein, et il devrait être amené à être qu'un bilan parmi d'autres bilans, hein, mais voilà, de prendre le temps de faire des bilans, de prendre le temps de théoriser sa propre activité et de connecter cette théorisation à des questions plus larges et des questions plus structurelles en sens et finalement nous, ce qu'on appelle de nos voeux, effectivement, c'est que ce temps-là il puisse être trouvé et que ce temps pour le trouver, il faut se l'imposer parfois. Voilà. Moi, je renverrais volontiers au communisme manifeste de collectif pour l'intervention qui invite de trouver des articulations de retrait pour faire ce travail de bilan et aussi de déplacement pour repasser à l'attaque d'une certaine manière, car c'est bien une question d'attaque qui est posée. On peut dire qu'il y a par contre un renouveau au niveau international des approches féministes matérialistes et que c'est important de s'inscrire dans ce mouvement-là de renouvellement. Et ce renouveau passe par quel type d'ouvrage, quel type de mouvement, par exemple, le renouveau dont tu parlais, de certains féministes matérialistes? On peut évoquer, disons que dans le monde anglophone, il y a un grand nombre de choses, quoi. Ça peut être. Il y a tout le travail autour du care. Il y a la question du travail des femmes dans les secteurs d'aide à la personne, de reproduction, simplement du corps, c'est ce qu'on appelle le care et qui effectivement est important pour comprendre la place des femmes dans le salariat contemporain et en particulier les femmes immigrées qui ont une place assez importante dans ce secteur. Mais par ailleurs, on peut évoquer, s'il s'agit de donner des indications bibliographiques, ça peut être des autrices comme Imani Banerjee qui une autrice qui est traduite dans un petit ouvrage qu'on a coordonné, Stella et moi, qui s'appelle Race et capitalisme. Donc il y a un texte de cette autrice qui a par ailleurs écrit plusieurs ouvrages, mais voilà. On peut évoquer le travail du féminisme marxiste de Lise Vogel. On peut évoquer bien sûr Rosemary Hennessy. C'est des références qui sont pas forcément connues dans le contexte et traduites. Mais en tout cas, c'est dans le champ par exemple des questions sexuelles, le travail de Lisa Dugan est vraiment fondamental parce que c'est vraiment les questions de comment comment est apparu ce qu'on appelle l'homonormativité, c'est-à-dire une forme d'homosexualité qui tend à tend à devenir ou à s'inscrire dans une hégémonie. Toutes ces questions-là, c'est effectivement et les auteurs mentionnés font partie de ce qu'on pourrait appeler un renouvellement matérialiste. Et le renouveau nécessaire, il se fait aussi dans la manière dont on doit voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on aimerait qu'elles soient. Par exemple, il y a aujourd'hui dans les quartiers des luttes qui sont presque exclusivement endossées par des femmes et qu'on n'envisage pas comme des luttes féministes, qui ne s'envisagent pas elles-mêmes comme des luttes féministes, mais qui sont pourtant très intéressantes en regard de l'agenda contemporain. Je m'explique. Aujourd'hui, dans les luttes contre les violences policières, aujourd'hui et depuis les années 80, dans les luttes contre les violences policières ou les luttes contre le système carcéral, c'était le cas et ça a été le cas aux États-Unis, mais en France aussi. De quoi sont composées ces organisations? Bien, essentiellement de femmes, parce qu'elles ne sont pas victimes de la violence policière de la même manière que le sont leurs frères, leurs pères, leurs cousins, et qu'elles sont à la sortie des prisons, et que depuis les maires de la place Vendôme jusqu'à aujourd'hui, il y a des organisations féminines qui seraient intéressantes aussi d'envisager au sein du mouvement, à l'heure où le mouvement se concentre essentiellement sur, et on l'a vu avec les dernières mobilisations du mouvement féministe, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte
contre les violences faites aux femmes, le viol, et notamment ce qui réunit l'agenda un peu commun dans tout le spectre féministe, c'est la nécessité d'une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, appeler à plus de répression, à des peines plus lourdes, appeler à des juridictions d'exception dans le cadre des violences faites aux femmes, peut-être qu'il serait nécessaire de le mettre en perspective avec ce que les femmes, généralement non blanches, dans les quartiers populaires, voient aussi de cette répression. Comment ces femmes-là pourraient, par exemple, se solidariser de campagne pour plus de répression, tandis qu'elles-mêmes ont aussi à lutter au quotidien contre une répression tangible et qui vient les atteindre directement. Et puis généralement, si on se pose la question d'un point de vue féministe ou pro-féministe du système carcéral, à partir du moment où on est, où il y a des engagements qui sont de façon générale anti-carcéraux, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de féministes libertaires en France, qui sont pour le coup contre les prisons en principe, qui sont... qu'est-ce que ça veut dire du coup, déjà avant, qu'est-ce que ça veut dire du coup être contre les prisons d'un point de vue féministe? Mais on pourrait déjà évoquer le fait que les prisons sont quand même des lieux qui produisent une certaine masculinité hégémonique, qui ont depuis les conditions d'internement jusqu'au comportement quotidien des matons, des flics, etc. Je veux dire, il y a aussi une forme il y a une masculinité qui est produite par le système policier qui est à relever. Et puis généralement, du coup, qu'est-ce que ça veut dire abolir les prisons d'un point de vue féministe? Et ça, c'est un type d'élaboration, pour le coup, matérialiste, parce que c'est se poser la question de comment l'État et le système et le complexe militaro-industriel interagit avec les masculinités et les sexualités. Se poser cette question-là d'un point de vue matérialiste, c'est une des tâches qui peut être devant nous. La plupart des ouvrages que vous avez cités tout à l'heure, c'est des ouvrages plutôt d'Amérique du Nord. Ouais. La plupart de ces ouvrages ne sont pas traduits en France. Cette crise, c'est sans doute aussi une crise d'un décalage, là, d'un problème de publication réelle. Comment est-ce qu'il n'y a pas là un travail à faire du côté éditorial, de traduction, de publication j'ai peur de parler en boutiquière si je réponds à cette question, parce que le premier problème, alors on peut parler d'un certain provincialisme dans l'académie française, l'académie au sens de la sphère universitaire, mais il y a aussi un problème de moyens, c'est-à-dire que des traducteurs, des traductions, des droits, ça se finance. Et aujourd'hui, les seules maisons qui prennent le soin de traduire des ouvrages sur la question raciale, il y en a chez les grandes maisons, mais par exemple le travail que fait Stileps dans sa collection Radical America, le travail qu'on a pu faire à la Fabrique, c'est un travail qui demande de l'argent. Et si on regarde les rapports du CNL de ces 6 dernières années, ils sont disponibles sur Internet, on voit bien que quelles sont les maisons qui sont le plus soutenues par le CNL? Eh bien, c'est des maisons qui appartiennent à des grands groupes, c'est des maisons qui sont loin d'être indépendantes, qui ont déjà une assise économique et qui prennent pas particulièrement de risques dans les choix de traduction, étant donné que c'est des maisons qui vont plutôt traduire ce que leur équipe commerciale aura jugé plus ou moins rentable. Donc il y a ce premier problème qui est un vrai problème de difficulté économique du secteur de l'édition indépendante et de ce que l'aide publique propose à ces maisons indépendantes. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est ces autrices qu'on a pu citer. C'est notamment nombre d'autrices sont publiées par des presses universitaires américaines. Et ce qu'on pourrait poser comme question, c'est notamment le rôle des presses universitaires françaises. Comment fonctionnent aujourd'hui les presses universitaires? Quel rôle elles pourraient jouer au sein du débat voilà. J'en étais sûre que j'allais faire un peu trop boutique. Non, c'est très bien, parce que ça nous permet aussi de faire la boucle de cet entretien, puisque nous avons commencé cet entretien en parlant que nous faisions une histoire stratégique du féminisme français, et que sans doute qu'en France, on a eu trop souvent l'habitude de ne pas traduire, d'une certaine manière, et donc d'être autocentré. Et il y a une vraie invitation à se déplacer ailleurs, et donc sans doute qu'il y a là un appel nécessaire à des moyens nouveaux pour des moyens de traduction. Oui, puis les camarades français peuvent lire aussi l'anglais parfois. Merci à vous. Merci. Merci.
Il s'agissait d'un entretien avec Félix Boggio Evangé Épée et Stella Magliani Belkacem à propos de l'ouvrage Les féministes blanches et l'Empire, publié aux éditions La Fabrique.